Vers 970 après Jésus-Christ, en Islande, naît un enfant qui changera le cours de l'histoire sans le savoir. Son père, Erik Thorvaldsson, porte déjà un surnom qui fait trembler les voisins, Erik le Rouge. Ce n'est pas pour sa gentillesse qu'on l'appelle ainsi, mais pour la couleur flamboyante de sa barbe et de ses cheveux, et peut-être aussi pour son tempérament explosif. Le petit Leif grandit dans une famille marquée par la violence et l'exil. L'histoire commence bien avant la naissance de Leif, en Norvège. Son grand-père, Thorvald Asvaldsson, tue un homme. Dans la société viking de cette époque, le meurtre ne conduit pas toujours à l'exécution. L'assemblée du village, l'Althing, décide souvent du bannissement. Thorvald doit quitter la Norvège avec toute sa famille vers 960. Direction l'Islande, cette île volcanique perdue dans l'Atlantique Nord, où les bannis trouvent refuge et où les terres libres permettent de recommencer une vie. Erik le Rouge hérite du tempérament fougueux de son père. Il s'installe d'abord dans la région de Hornstrandir, dans le nord-ouest de l'Islande. Il se marie avec Thjodhild, une femme issue d'une famille respectable. Ensemble, ils ont plusieurs enfants, dont Leif. Mais Erik ne peut s'empêcher de chercher les ennuis. Après la mort de son père, il déménage dans une autre région, l'île d'Oxney. C'est là que tout bascule. Erik possède des poutres décoratives appelées setstokkrer, des objets précieux rapportés de Norvège par son père et chargés de symboles mystiques vikings. Il les confie temporairement à un voisin nommé Thorgest pendant qu'il construit sa nouvelle maison. Quand Erik revient les chercher, Thorgest refuse de les rendre. Erik ne discute pas longtemps. Il vole ses propres objets et se prépare à la riposte. Thorgest le poursuit avec ses hommes. La confrontation tourne au massacre. Erik tua plusieurs personnes, dont les 2 fils de Thorgest. L'assemblée se réunit. Le verdict tombe comme un coup près. Erik est banni d'Islande pour 3 ans. Pour le jeune Leif, qui doit avoir une dizaine d'années, c'est le 2e exil familial en 2 générations. Mais son père ne compte pas baisser les bras. Erik a entendu parler de terres aperçues à l'ouest de l'Islande. Un navigateur norvégien nommé Gunnbjörn Ulfsson les avait repérés environ 1 siècle auparavant, mais personne n'avait encore tenté de s'y installer. Erik voit là une opportunité. En 982, Erik le Rouge embarque avec sa famille et ses bêtes. Après plusieurs jours de navigation périlleuse, il atteint une côte glaciale. Les falaises de glace l'empêchent d'aborder directement. Il contourne le sud de cette nouvelle terre et découvre enfin une région plus accueillante. Des fjords profonds s'enfoncent dans les terres. L'herbe pousse sur les pentes. Le climat, bien que rude, permet d'élever du bétail. Erik explore ces côtes pendant 3 ans, le temps de son bannissement. Il ne rencontre personne, bien que des signes indiquent que d'autres peuples ont vécu là auparavant. Quand son exil prend fin en 985, Erik retourne en Islande. Il a un plan. Pour attirer des colons vers cette nouvelle terre, il lui donne un nom alléchant, Groenland, la terre verte. C'est un mensonge astucieux. La majeure partie du Groenland est couverte de glace, de neige et de roches. Mais Erik sait que les Islandais manquent de terres cultivables. Son discours fonctionne. Entre 25 et 35 navires quittent l'Islande avec lui, transportant plus de 400 personnes, du bétail, des outils, des semences. Le voyage est terrible. Une tempête épouvantable se lève en pleine mer. Seuls 14 navires arrivent à destination. Les autres coulent ou font demi-tour. Les survivants, environ 350 personnes, fondent 2 établissements principaux sur la côte sud-ouest. Eystribygd, l'établissement de l'Est, près de l'actuel Qaqortoq, et plus tard, Vestribygd, l'établissement de l'Ouest. Erik le Rouge devient le chef suprême du Groenland. Il construit sa ferme à Brattahlid, au fond du fjord de Tunulliarfik. C'est là que Leif passe son adolescence, entre les montagnes escarpées et les eaux glacées, dans un monde où la survie quotidienne exige du courage et de l'endurance. La vie au Groenland n'a rien d'une sinécure. L'hiver dure des mois, les tempêtes de neige peuvent durer des semaines. Le bétail doit être nourri avec du foin stocké pendant l'été et les provisions doivent tenir jusqu'au printemps. Mais les Vikings sont des survivants. Ils chassent le phoque, le morse, pêchent le saumon. Ils récoltent l'ivoire des morses
une ressource précieuse qu'ils échangent avec la Norvège contre du fer, du grain, du bois. Car au Groenland, le bois manque cruellement. Les arbres ne poussent pas dans ce climat arctique. Leif apprend tout ce qu'un jeune viking doit savoir. Il apprend à naviguer en observant les étoiles, les courants, la couleur de l'eau, le vol des oiseaux. Il apprend à lire les signes du temps, à réparer un navire, à manier l'épée et la hache. Mais il apprend aussi quelque chose de plus rare. Il comprend que la survie ne vient pas seulement de la force, mais de l'intelligence et de l'adaptation. Son père a survécu à 2 exils en trouvant de nouvelles terres. Cette leçon marquera toute la vie de Leif. Vers l'an 999, Leif est un jeune homme d'environ 29 ans. Grand, fort, avec les cheveux roux de son père, il a déjà prouvé sa valeur comme navigateur et guerrier. Éric le Rouge décide de l'envoyer en Norvège pour représenter la famille. C'est un voyage important. Les liens commerciaux avec la Norvège sont vitaux pour la survie du Groenland. Leif prend la mer avec un équipage d'une 30aine d'hommes. La traversée de l'Atlantique Nord est toujours dangereuse. Les tempêtes surgissent sans prévenir. Les vagues peuvent atteindre la hauteur d'une maison. Le brouillard avale l'horizon pendant des jours. Mais Leif arrive sain et sauf en Norvège. À la cour du roi Olaf Tryggvason, tout change. Le roi est un chrétien fervent qui veut convertir tous les peuples nordiques. Il voit en Leif un ambassadeur idéal pour apporter le christianisme au Groenland. Leif écoute les prêcheurs chrétiens. Leur message résonne en lui. Il se fait baptiser. Cette décision n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi politique. Le christianisme rapproche le Groenland de la Norvège et de l'Europe. Avant de repartir, le roi Olaf confie à Leif une mission: convertir le Groenland. Leif accepte et embarque des prêtres avec lui. Le voyage de retour vers le Groenland en l'an 1000 va changer le cours de l'histoire. Selon certaines versions des sagas, une tempête dévie la route de Leif. Son navire dérive vers l'ouest pendant des jours. Quand le ciel se dégage enfin, l'équipage aperçoit une terre inconnue. Personne au Groenland n'a jamais parlé d'une terre aussi loin à l'ouest. Leif hésite. Il pourrait ignorer cette découverte et rentrer directement chez lui. Mais l'esprit d'exploration coule dans ses veines. Il décide d'accoster. Cette version est contestée par une autre saga qui attribue la découverte initiale à un marchand nommé Bjarni Herjolfsson. En 986, alors qu'il naviguait vers le Groenland pour retrouver son père, Bjarni aurait été dévié par une tempête et aurait aperçu des terres inconnues à l'ouest. Mais Bjarni, pressé de retrouver sa famille, n'aurait pas débarqué. Il se serait contenté de raconter ce qu'il avait vu à son retour. Quelle que soit la version, une chose est certaine. Leif Erikson décide de monter une véritable expédition vers ces terres mystérieuses. Il achète le navire de Bjarni, un knarr robuste conçu pour le transport et l'exploration. Il rassemble un équipage d'environ 35 hommes, des marins expérimentés capables d'affronter l'Atlantique Nord. Éric le Rouge, son père, veut se joindre à l'expédition. Mais alors qu'il chevauche vers le navire, son cheval trébuche. Éric tombe et se blesse. Il y voit un mauvais présage et renonce au voyage. Certains disent qu'il est déjà trop vieux, trop fatigué. Cette décision le hantera jusqu'à sa mort quelques années plus tard. Au printemps de l'an 1000, Leif Erikson lève l'ancre depuis le Groenland. Le knarr est chargé de provisions, d'outils, d'armes. Les hommes savent qu'ils partent peut-être pour des mois. Ils longent d'abord la côte groenlandaise vers le nord, puis mettent le cap vers l'ouest. La mer est immense, sans fin. Pendant des jours, ils ne voient que de l'eau et du ciel. Les hommes chantent pour se donner du courage. Les nuits sont courtes à cette latitude et à cette saison, le soleil ne se couche presque jamais complètement. Après plusieurs jours de navigation, une silhouette sombre apparaît à l'horizon. Une terre. Les hommes crient de joie. Leif fait approcher prudemment. Ce qu'ils découvrent les déçoit. Une étendue plate couverte de pierres plates et de glace. Pas d'arbres, pas d'herbe, juste de la roche nue et des glaciers. Leif nomme cet endroit Eluland, la terre des pierres plates. On pense aujourd'hui qu'il s'agit de l'île de Baffin, dans l'Arctique canadien. Leif ne s'attarde pas. Ce n'est pas une terre où l'on peut s'installer.
Il remet le cap vers le sud, longeant la côte. 2 jours plus tard, une nouvelle terre apparaît. Celle-ci est complètement différente. Des forêts denses couvrent les collines jusqu'à la mer. Les arbres sont immenses, bien plus grands que tout ce que les Vikings connaissent au Groenland ou en Islande. Du bois, des quantités infinies de bois. Pour des hommes qui doivent importer chaque planche depuis la Norvège, c'est un trésor inestimable. Leif nomme cette terre Markland, la terre des forêts. Les historiens pensent qu'il s'agit du Labrador actuel. L'équipage débarque. Les hommes coupent du bois pour réparer le navire et renouveler les provisions. Mais Leif veut aller plus loin. Il a entendu parler dans les récits de Bjarni d'une 3e terre, plus au sud, encore plus accueillante. Ils reprennent la mer. La côte défile pendant des jours. Le climat se radoucit. Les nuits deviennent plus longues. Un matin, ils aperçoivent une baie protégée, avec une plage de sable blanc et des prairies verdoyantes qui s'étendent au-delà. Leif ordonne de jeter l'ancre. Les hommes descendent des canots et explorent les environs. Ce qu'ils découvrent dépasse leurs attentes. Des rivières claires coulent dans des vallées herbeuses. Les saumons y sont si abondants qu'on pourrait presque les attraper à la main. L'herbe est haute et drue, parfaite pour le fourrage. Les baies sauvages poussent partout. Et surtout, selon les sagas, ils trouvent des vignes sauvages. Leif nomme cette terre Vinland, le pays de la vigne, ou peut-être la terre fertile. Le débat sur l'origine exacte du nom n'est toujours pas tranché parmi les historiens. Leif prend une décision audacieuse. L'été approche de sa fin. Retourner au Groenland maintenant signifierait affronter les tempêtes d'automne. Il décide de passer l'hiver sur place. Les hommes se mettent au travail. Ils construisent des maisons selon la méthode viking, des murs de tourbe soutenus par une charpente en bois avec un toit à pignons recouvert d'herbe. Les bâtiments sont semi-enterrés pour mieux résister au vent et conserver la chaleur. L'emplacement exact de ce campement de Leif, que les sagas appellent Leifsbudir, les maisons de Leif, a fait l'objet de débats pendant des siècles. Beaucoup pensaient que les sagas n'étaient que des légendes, des contes inventés pour glorifier les ancêtres. Tout change en 1960. Un explorateur norvégien nommé Helge Ingstad et sa femme, l'archéologue Anne Stein Ingstad, parcourent les côtes de l'Atlantique Nord depuis la Nouvelle-Angleterre jusqu'à Terre-Neuve. Ils cherchent des traces des Vikings. À Lance aux Meadows, à l'extrémité nord de la péninsule de Terre-Neuve, au Canada, un pêcheur local nommé George Decker leur montre des bosses étranges recouvertes d'herbe. Les Ingstad commencent à fouiller. Ce qu'ils découvrent bouleverse l'histoire. 8 structures en tourbe et bois, construites exactement comme les bâtiments vikings d'Islande et du Groenland. Une forge avec des scories de fer, des outils, des clous, des rivets pour la construction navale, une lampe en pierre, un fuseau, des instruments de couture qui prouvent la présence de femmes, une épingle à anneaux typique de l'âge viking irlandais. Chaque objet confirme une présence scandinave en Amérique du Nord autour de l'an 1000, exactement comme le racontent les sagas. En 2021, une équipe internationale de chercheurs publie une étude révolutionnaire. En analysant les cernes de croissance de 3 morceaux de bois coupés par des outils métalliques à Lance aux Meadows, ils parviennent à dater l'occupation du site avec une précision incroyable, l'an 1021 après Jésus-Christ. Cette date confirme scientifiquement ce que les sagas racontaient depuis 8 siècles. Lance aux Meadows est aujourd'hui un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la seule preuve archéologique indéniable d'une présence viking en Amérique du Nord. Les bâtiments pouvaient accueillir entre 60 et 90 personnes. Il ne s'agissait pas d'une colonie permanente avec des étables et des granges, mais plutôt d'un camp de base pour des explorations saisonnières et la réparation des navires. Le Vinland de Leif s'étendait probablement bien au-delà de Lance aux Meadows. Les sagas mentionnent d'autres établissements. Stromfjordr, le fjord des courants forts, et Hop, une lagune située plus au sud où les sagas disent que les ressources étaient encore plus abondantes. Des chercheurs pensent que les Vikings ont exploré jusqu'au golfe du Saint-Laurent, peut-être même jusqu'en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Des traces de noix qui ne poussent pas à Terre-Neuve ont été trouvées à Lance aux Meadows, ce qui suggère des voyages vers le sud. Pendant cet hiver à Vinland, Leif et ses hommes chassent, pêchent, explorent. Le climat est plus doux qu'au Groenland. Les jours sont plus longs,
Même en hiver, la neige ne recouvre pas tout. Les hommes coupent du bois, préparent des cargaisons à ramener. Ils explorent les environs, dessinent mentalement la côte, observent la faune. Tout semble parfait, trop parfait. Un jour, alors que certains hommes explorent l'intérieur des terres, ils aperçoivent de la fumée au loin. En approchant prudemment, ils découvrent un campement. Des hommes à la peau plus sombre, vêtus de peaux d'animaux, portant des arcs et des lances. Les Vikings les appellent « Skrælings ». Ce mot, probablement péjoratif, signifie simplement « les étrangers », ceux qui sont différents. On ne sait pas avec certitude qui étaient ces peuples. Peut-être des Beothuk, un peuple autochtone de Terre-Neuve aujourd'hui disparu. Peut-être des Micmacs, peut-être des Dorsetiens ou des Inuits plus au nord. Les premières rencontres sont tendues mais pacifiques. Selon certaines sagas, les deux groupes échangent des marchandises. Les Vikings offrent du lait et des produits laitiers que les autochtones n'ont jamais goûtés. En échange, ils reçoivent des fourrures de qualité exceptionnelle. Mais la communication est difficile. Les gestes peuvent être mal interprétés. La méfiance règne des deux côtés. Leif, prudent, ordonne à ses hommes de rester vigilants. Il fait construire une palissade autour du campement. Les armes sont toujours à portée de main. L'hiver se passe sans incident majeur. Mais Leif comprend que cette terre n'est pas vide. Elle appartient à d'autres peuples qui la connaissent depuis des millénaires. Une installation permanente ne serait possible qu'avec des renforts, des femmes, des familles entières. Et même dans ce cas, les conflits seraient inévitables. Au printemps, Leif charge son navire de bois, de fourrure, de curiosités à montrer au Groenland. Il baptise le campement Leifsbudir et promet de revenir. Le voyage de retour est sans histoire. Quand il arrive au Groenland, tout le monde veut entendre son récit. Leif décrit des terres riches, fertiles, pleines de ressources. Il parle du bois, des saumons, des baies, du climat doux. Mais il mentionne aussi les Skrælings. Cette information refroidit certains enthousiasmes. En chemin, pendant le retour, Leif accomplit un autre exploit qui lui vaut son surnom de Leif le chanceux. Il aperçoit des naufragés sur un récif. 15 personnes s'accrochent aux débris de leur navire, condamnées à mourir de froid dans quelques heures. Leif fait dévier sa route, au risque de détruire son propre navire sur les rochers. Il parvient à sauver tout le monde. Parmi les rescapés se trouve un Islandais riche qui mourra peu après, léguant ses biens à Leif. Cette fortune renforce la réputation et le pouvoir de Leif au Groenland. Peu après son retour, Éric le Rouge meurt. Selon la saga des Groenlandais, il meurt pendant l'hiver 1000 à 1001. La saga d'Éric le Rouge suggère qu'il était encore vivant lors d'expéditions ultérieures, ce qui placerait sa mort quelques années plus tard, peut-être vers 1003 ou 1010. Quoi qu'il en soit, Leif hérite du titre de chef suprême du Groenland. Cette responsabilité change ses priorités. Il doit gérer la colonie, maintenir l'ordre, assurer les échanges commerciaux avec la Norvège et l'Islande. Il ne retournera jamais au Vinland. Mais l'histoire du Vinland ne s'arrête pas là. Le récit de Leif enflamme l'imagination de nombreux Vikings. Son frère Thorvald est le premier à vouloir explorer davantage. Vers 1003, il monte une nouvelle expédition. Il utilise les maisons construites par Leif à Leifsbudir comme base. Pendant 2 ans, Thorvald et ses hommes explorent la région. Ils remontent des rivières, longent les côtes, dessinent les contours du territoire. Un printemps, Thorvald et ses hommes découvrent 3 embarcations renversées sur une plage. Dessous, 9 hommes dorment. Sans raison apparente, les Vikings attaquent. Ils tuent 8 hommes. Le 9e s'échappe. C'est une erreur fatale. Quelques heures plus tard, une flotte d'embarcations autochtones apparaît. Les Skrælings sont nombreux, armés d'arcs. Ils attaquent avec fureur. Les Vikings se réfugient derrière leurs boucliers et leurs palissades. Les flèches pleuvent. Une flèche passe à travers les défenses et frappe Thorvald sous le bras, là où l'armure ne protège pas. La blessure est grave. Thorvald arrache la flèche, regarde ses compagnons et dit, selon la saga, « Cette terre est riche, mais nous n'en profiterons guère. » Il meurt peu après. Ses hommes l'enterrent au Vinland, marquant sa tombe d'une croix. Les survivants rentrent au Groenland en racontant ce qui s'est passé. Le message est clair, le Vinland est dangereux. Les autochtones ne toléreront pas une invasion, mais certains Vikings n'abandonnent pas. Thorstein, un autre frère de Leif,
veut récupérer le corps de Thorvald pour l'enterrer en terre chrétienne au Groenland. Il monte une expédition, mais n'atteint jamais le Vinland. Son navire dérive pendant des mois, frappé par les tempêtes. Il rentre finalement au Groenland où il meurt peu après d'une maladie. Quelques années plus tard, vers 1009, un marchand d'Islandais fortuné, nommé Thorfinn Karlsefni, décide de tenter la colonisation permanente du Vinland. Selon la saga d'Éric le Rouge, il part avec 3 navires et 160 colons, dont des femmes et du bétail. La saga des Groenlandais parle plutôt de 60 hommes et 5 femmes. Les chiffres varient, mais l'ambition est claire, fonder une véritable colonie. Les colons arrivent au Vinland et s'installent. Ils cultivent la terre, élèvent le bétail, construisent des maisons. En 1014 naît Snorri, le fils de Thorfinn Karlsefni et de sa femme Gudrid Thorbjarnardottir. C'est le premier Européen né en Amérique du Nord. Pendant 2 ou 3 ans, tout semble bien se passer. Les colons établissent même des relations commerciales avec les Skrellings. Les échanges sont fructueux. Mais les tensions s'accumulent. Un jour, selon les sagas, un taureau viking s'échappe et charge vers un groupe de Skrellings. Les autochtones, terrifiés par cet animal qu'ils n'ont jamais vu, fuient dans la confusion. D'autres incidents suivent, des malentendus, des vols, des provocations des 2 côtés. La situation dégénère. Une bataille éclate. Les Vikings, mieux armés et protégés par leurs armures, tuent plusieurs Skrellings. Mais les autochtones sont bien plus nombreux. Ils reviennent en force. Les sagas racontent une scène où Freydis Eiriksdottir, une demi-sœur de Leif, joue un rôle extraordinaire. Enceinte, elle sort pendant une attaque. Voyant les hommes vikings reculer devant le nombre d'assaillants, elle arrache l'épée d'un mort et frappe sa propre poitrine nue avec le plat de la lame en criant des insultes aux Skrellings. Les autochtones, effrayés par cette démonstration de folie furieuse, battent en retraite. Vrai ou embelli, cette histoire montre que les femmes vikings n'étaient pas de simples spectatrices. Malgré les victoires tactiques, Thorfinn Karlsefni comprend l'évidence. Ils ne peuvent pas tenir indéfiniment contre une population hostile et nombreuse. Le Vinland est riche, mais il n'est pas vide. Les colons font leur bagage. En 1012 ou 1013, ils rentrent au Groenland. Le rêve d'une colonie permanente est abandonné. Contrairement à la colonisation réussie de l'Islande et du Groenland, pourquoi le Vinland n'est-il pas devenu une colonie viking permanente? Plusieurs raisons expliquent un échec. D'abord, la distance. Le Groenland est déjà à la limite de ce que les Vikings peuvent gérer. La traversée depuis l'Islande prend 1 semaine dans de bonnes conditions, mais peut durer des semaines si le temps se gâte. Le Vinland est encore plus loin. Il faut compter plusieurs semaines de navigation supplémentaires en longeant des côtes dangereuses, en affrontant des brouillards épais, des icebergs, des tempêtes imprévisibles. Maintenir une route régulière de ravitaillement est extrêmement difficile. Ensuite, la population. Quand Éric le Rouge arrive au Groenland, il ne rencontre personne. Les Inuits ne sont pas encore arrivés dans cette région. L'Islande, quand les Vikings la colonisent vers 870, est complètement inhabitée à part quelques moines irlandais qui partent rapidement. Le Vinland est différent. Des peuples y vivent depuis des millénaires. Ils connaissent le territoire, maîtrisent les techniques de survie, sont adaptés au climat. Les Vikings sont des intrus. Chaque confrontation le rappelle. Les sagas décrivent les Skrellings comme des guerriers redoutables, mobiles, capables de disparaître dans les forêts et de frapper par surprise. Les Vikings, habitués aux batailles en formation serrée, aux combats en mer ou dans les villages fortifiés, ne maîtrisent pas la guérilla en forêt dense. Les autochtones utilisent des arcs avec une efficacité mortelle. Leurs embarcations légères, les kayaks, se déplacent plus vite que les lourds navires vikings dans les rivières et les baies peu profondes. Il y a aussi la question des ressources. Le Vinland offre du bois en abondance, des fourrures, du saumon. Mais les Vikings peuvent obtenir ces ressources par des expéditions saisonnières sans s'installer de manière permanente. Maintenir une colonie nécessite de la main-d'œuvre, des familles, des naissances. Or, convaincre des Groenlandais ou des Islandais de s'installer dans une terre lointaine et dangereuse n'est pas facile. La population du Groenland elle-même ne dépasse jamais quelques milliers de personnes. Il n'y a pas assez de monde pour soutenir une expansion continue. Enfin, il y a la géographie et le climat. Contrairement à ce qu'on pourrait penser,
Le Groenland de l'an 1000 connaît une période climatique relativement favorable, appelée l'optimum médiéval. Les températures sont plus douces qu'avant et après. Les Vikings parviennent à y élever des vaches, des moutons, des chèvres. Mais dès le XIIIe siècle, le climat commence à se refroidir. La survie au Groenland devient de plus en plus difficile. Les colons n'ont plus l'énergie ni les ressources pour maintenir des liens avec le Vinland. Les voyages vers le Vinland ne s'arrêtent probablement pas complètement après Thorfinn Karlsefni. Les sagas mentionnent d'autres expéditions pour chercher du bois, un besoin constant au Groenland. Certains chercheurs pensent que des Vikings ont continué à visiter le Markland et peut-être même le Vinland pendant des décennies, voire des siècles, pour couper du bois et le ramener. Mais aucune colonie permanente ne s'établit. Pendant que ses frères et d'autres explorateurs tentent de coloniser le Vinland, Leif reste au Groenland. Il remplit son rôle de chef avec sagesse. Il fait construire une église à la demande de sa mère Thiodhild, qui s'est convertie au christianisme. Éric le Rouge, fervent défenseur des anciennes traditions nordiques, refuse d'entrer dans l'église, mais n'empêche pas sa femme de pratiquer sa nouvelle foi. Cette tolérance est remarquable pour l'époque. Leif favorise la christianisation progressive du Groenland, accomplissant ainsi la mission confiée par le roi Olaf de Norvège. Il maintient les routes commerciales avec l'Islande et la Norvège. Il règle les disputes entre colons, organise les expéditions de chasse vers le nord où les Vikings traquent les morses pour leur ivoire, les phoques pour leur graisse, les ours polaires qu'ils capturent vivants et vendent à prix d'or aux cours européennes. La vie de Leif après son retour du Vinland est moins documentée que ses explorations. Les sagas se concentrent sur les expéditions, les batailles, les exploits. La gestion quotidienne d'une colonie n'intéresse pas autant les conteurs. On sait qu'il se marie et a un fils nommé Thorkel. On sait aussi qu'il meurt probablement vers 1020, peut-être un peu plus tard, vers 1025. Thorkel lui succède comme chef du Groenland. Leif Erikson ne revoit jamais le Vinland après son premier voyage. On peut se demander s'il a des regrets. A-t-il pensé qu'il aurait dû rester là-bas, fortifier le campement, appeler plus de colons? Ou comprend-il que le Vinland, malgré sa beauté et ses richesses, ne peut pas devenir une nouvelle Islande? Les sagas ne le disent pas. Elles se contentent de rapporter les faits. Pourtant, même sans colonie permanente, la découverte de Leif change quelque chose de fondamental. Pour la première fois, des Européens ont atteint l'Amérique, l'ont explorée, y ont vécu pendant des années. Ils ont rencontré les peuples autochtones. Ils ont cartographié mentalement ces côtes. Ces connaissances survivent dans la mémoire collective des Vikings, même si elles ne sont pas écrites immédiatement. Après les tentatives de colonisation ratées, le Vinland tombe progressivement dans l'oubli en Europe. Les Vikings continuent probablement à visiter ces côtes pour le bois et le commerce, mais sans publicité. Les routes maritimes vers l'Amérique restent connues de quelques navigateurs, mais ne se généralisent pas. Le Groenland lui-même devient de plus en plus isolé. Au XIIIe siècle, environ 200 ans après Leif, des clercs islandais commencent à mettre par écrit les histoires orales de leurs ancêtres. C'est ainsi que naissent les sagas, dont la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge. Ces textes racontent l'histoire de la colonisation du Groenland et la découverte du Vinland. Mais ce sont des documents littéraires, écrits longtemps après les faits, parfois embellis, parfois confus sur les détails. Pendant des siècles, les historiens débattent. Sont-elles vraies ou sont-elles des fables? Ailleurs en Europe, personne ne sait rien du Vinland. L'information ne se diffuse pas. Les Vikings ne sont pas des écrivains prolifiques. Leurs connaissances restent orales, confinées à l'Islande, au Groenland, peut-être à la Norvège. Quand Christophe Colomb part en 1492 chercher une route vers les Indes, il ne sait rien de Leif Erikson. Il croit découvrir un nouveau passage maritime vers l'Asie. Il meurt en 1506 sans comprendre qu'il a atteint un continent inconnu des Européens de son époque. Pendant ce temps, les colonies vikings au Groenland déclinent. Le climat continue de se refroidir pendant le petit âge glaciaire qui commence au XIVe siècle. Les glaces rendent la navigation plus dangereuse. Les contacts avec la Norvège et l'Islande s'espacent. Les colons souffrent de famine. Certains historiens pensent que des conflits avec les Inuits, qui migrent vers le sud du Groenland à cette époque, contribuent au déclin. La dernière mention écrite des colonies groenlandaises date de 1408. Après, c'est le silence.
Quand des navires reviennent au XVIe siècle, ils trouvent les fermes abandonnées, parfois des squelettes, mais aucun survivant. Les colonies vikings du Groenland ont complètement disparu. Avec elles, disparaît aussi la connaissance directe du Vinland. Les sagas survivent en Islande, copiées et recopiées par les moines, mais personne ne sait plus où se trouve exactement le Vinland. Est-ce une terre réelle ou un mythe? Le débat divise les érudits. Au XIXe siècle, un regain d'intérêt pour les sagas nordiques émerge. Les immigrants scandinaves aux États-Unis cherchent leurs racines. Ils veulent prouver que leurs ancêtres ont atteint l'Amérique avant Colomb. En 1898, une pierre runique apparaît dans le Minnesota, la pierre de Kensington, censée prouver la présence viking jusqu'au centre du continent. C'est un faux grossier, mais il reflète le désir de nombreux Scandinaves américains d'honorer Leif Erikson. En 1964, le Congrès américain reconnaît officiellement le Leif Erikson Day, célébré le 9 octobre. Cette date commémore l'arrivée du premier navire d'immigrants norvégiens à New York en 1825, pas le voyage de Leif lui-même. C'est un geste symbolique envers la communauté scandinave américaine. Mais à cette époque, les preuves archéologiques sont toujours manquantes. 1960 marque le tournant. Helgo Ingstad et Anne Steen Ingstad découvrent l'anse aux Meadows. Les fouilles durent des années. Chaque objet découvert confirme la présence viking. Les techniques de datation au carbone 14 placent l'occupation du site autour de l'an 1000. Les détails architecturaux correspondent exactement aux descriptions des sagas. La forge prouve que les Vikings travaillaient le fer sur place, probablement pour réparer leurs navires et fabriquer des clous. La découverte fait sensation dans le monde entier. Pour la première fois, les sagas sont confirmées par l'archéologie. Le Vinland n'est pas un mythe. Les Vikings ont vraiment atteint l'Amérique 5 siècles avant Colomb. En 1978, l'anse aux Meadows devient un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Des millions de visiteurs viennent chaque année voir les vestiges et les reconstitutions. L'étude de 2021 sur les cernes des arbres apporte une confirmation supplémentaire avec une précision incroyable, 1021 après Jésus-Christ. Cette date pourrait correspondre au voyage de Thorfinn Karlsevni plutôt qu'à celui de Leif, ou peut-être à une des nombreuses expéditions ultérieures. Les chercheurs pensent maintenant que l'anse aux Meadows n'était pas occupée en permanence, mais servait de base saisonnière sur une période pouvant aller jusqu'à 200 ans. Des Vikings sont revenus à plusieurs reprises, peut-être chaque été ou tous les quelques années, pour couper du bois et explorer. Les fouilles continuent. En 2016, des images satellites semblent révéler un second site viking à Pointe-Rosée, plus au sud sur la côte de Terre-Neuve. Les archéologues trouvent des traces de travail du fer, mais les fouilles ultérieures sont décevantes. Les artefacts sont rares et certains chercheurs pensent que le site pourrait être lié à une activité autochtone ou à des pêcheurs européens bien plus tardifs. Le débat continue. D'autres sites potentiels sont proposés. Bay St. Lawrence, au nord de l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, pourrait correspondre à Hope, la colonie du Sud mentionnée dans les sagas. Des noix retrouvées à l'anse aux Meadows, qui ne poussent pas à Terre-Neuve, suggèrent que les Vikings ont exploré bien plus loin. Mais aucun autre site n'a livré des preuves aussi convaincantes que l'anse aux Meadows. Aujourd'hui, Leif Erikson occupe une place particulière dans l'histoire. Il n'est ni un conquérant comme Alexandre le Grand, ni un colonisateur brutal, comme certains explorateurs européens des siècles suivants. Il est un découvreur, un navigateur audacieux qui a repoussé les limites du monde connu de son époque. Sa découverte du Vinland reste un exploit remarquable. Avec des navires en bois, sans boussole, sans carte, sans GPS, guidés seulement par les étoiles, le soleil, les courants, la couleur de l'eau et l'observation des oiseaux, les Vikings ont traversé l'Atlantique Nord, l'une des mers les plus dangereuses du monde. Ils ont atteint un nouveau continent, y ont survécu, l'ont exploré. Pendant quelques années, peut-être quelques décennies, ils ont maintenu une présence en Amérique du Nord. Pourquoi leur découverte n'a-t-elle pas eu les conséquences des voyages de Colomb? Plusieurs raisons. D'abord, le contexte historique. En l'an 1000, l'Europe est fragmentée, occupée par des guerres féodales, en transition religieuse avec la christianisation. Les Vikings eux-mêmes abandonnent progressivement leurs raids pour s'intégrer dans les royaumes européens.
Leur âge d'or d'expansion est presque terminé. Ils n'ont ni la population ni les ressources pour coloniser massivement un nouveau continent. Ensuite, l'isolement géographique du Groenland coupe la route du Vinland du reste de l'Europe. Les connaissances restent confinées à quelques milliers de personnes. Quand ces colonies disparaissent, la mémoire du chemin vers le Vinland disparaît avec elles. Les sagas survivent, mais sans la capacité de vérifier l'emplacement exact du Vinland. Enfin, l'opposition des peuples autochtones empêche toute colonisation permanente. Les Vikings ne peuvent pas simplement conquérir le territoire comme ils l'ont fait en Normandie ou en Angleterre. Les Skrellings sont nombreux, bien organisés, parfaitement adaptés à leur environnement. Sans une supériorité technologique écrasante et sans renfort massif, les Vikings ne peuvent pas s'imposer. Colomb, 5 siècles plus tard, arrive dans un contexte complètement différent. L'Europe de la Renaissance cherche de nouvelles routes commerciales vers l'Asie. L'imprimerie permet de diffuser rapidement l'information. Les royaumes espagnols et portugais ont les moyens de financer des expéditions massives. Et surtout, tragiquement, les Européens apportent avec eux des maladies contre lesquelles les populations amérindiennes n'ont aucune immunité. Les épidémies déciment les autochtones, ouvrant le chemin à la colonisation. Leif et ses compagnons, eux, n'ont causé aucune épidémie. Leur impact sur le continent américain est resté minimal. Aujourd'hui, Leif Erikson inspire différentes interprétations. Pour certains, il est un héros viking, le premier Européen à fouler le sol américain, un explorateur qui mérite autant de reconnaissance que Colomb. Pour d'autres, il est un personnage historique intéressant, mais dont l'impact réel reste limité puisque sa découverte n'a eu aucune conséquence durable sur l'histoire du monde. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord ont leur propre perspective. Pour eux, ni Leif ni Colomb n'ont découvert l'Amérique. Leurs ancêtres y vivaient depuis plus de 15 000 ans. Les Vikings ont été les premiers Européens à venir, c'est vrai, mais l'Amérique était déjà pleinement peuplée, avec des civilisations complexes, des routes commerciales s'étendant sur tout le continent, des villes, des temples, des systèmes agricoles sophistiqués. La découverte n'en est une que du point de vue européen. Que peut-on apprendre de l'histoire de Leif Erikson et du Vinland? Plusieurs leçons émergent. D'abord, l'importance du contexte. Une découverte, aussi extraordinaire soit-elle, ne change l'histoire que si elle s'inscrit dans un contexte favorable. Le voyage de Leif se produit trop tôt, dans un monde où l'Europe n'est pas prête à exploiter cette connaissance. 5 siècles plus tard, les conditions sont réunies et la découverte de Colomb transforme le monde. Ensuite, la fragilité des colonies. Les Vikings réussissent au Groenland pendant 4 siècles, mais leur colonie finit par disparaître complètement. Le Vinland échoue encore plus rapidement. Ces échecs rappellent que coloniser de nouvelles terres n'est pas une entreprise garantie. Il faut des ressources, du temps, de la population et surtout la capacité de coexister avec les habitants déjà présents. Il y a aussi la question de la mémoire historique. Pendant des siècles, l'histoire de Leif était restée confinée aux sagas islandaises, considérées comme de la littérature, plutôt que comme des documents historiques. Ce n'est que grâce à l'archéologie moderne que la vérité émerge. Combien d'autres histoires sont perdues parce qu'elles n'ont pas été écrites ou parce que les preuves ont disparu? L'histoire de Leif nous rappelle aussi l'audace des navigateurs anciens. Traverser l'Atlantique Nord sur un navire viking, sans même savoir si une terre existe de l'autre côté, demande un courage extraordinaire. Ces hommes et ces femmes affrontèrent des tempêtes capables de briser leur navire, des icebergs invisibles dans le brouillard, le froid mordant, les mois en mer avec des provisions limitées. Beaucoup ne sont jamais revenus. Ce qui distingue Leif Erikson de beaucoup d'autres explorateurs européens, c'est qu'il n'était pas un conquérant. Il n'a pas cherché à soumettre les peuples qu'il rencontrait, à les convertir de force, à s'approprier leurs terres par la violence. Certes, les Vikings avaient une réputation de guerriers féroces en Europe, où ils ont mené d'innombrables raids. Mais au Vinland, Leif et les expéditions suivantes se comportent comme des explorateurs et des commerçants. Les conflits avec les Skrellings surviennent, mais ils ne sont pas le but premier des Vikings. Cette distinction est importante. Leif cherchait de nouvelles terres pour les ressources qu'elles offraient. Le bois, les fourrures, peut-être de nouvelles routes commerciales. Il ne cherchait pas à établir un empire, à exploiter une population locale.
à imposer sa religion ou sa culture par la force. Quand il devient évident que le Vinland ne peut pas être colonisé sans conflit permanent, les Vikings abandonnent. Ils ne lancent pas de guerre d'extermination, ils rentrent chez eux. Cette approche contraste fortement avec la colonisation européenne qui suit Colomb. Les conquistadors espagnols détruisent des empires entiers. Les colons britanniques, français, hollandais s'approprient les terres, repoussent ou massacrent les populations autochtones, imposent leur domination par les armes et les maladies. Le Vinland aurait pu connaître le même sort si les Vikings avaient eu les moyens et la volonté de mener une telle entreprise. Ils ne l'ont pas fait ou n'ont pas pu. Certains historiens débattent cette interprétation. Les sagas mentionnent des massacres, comme celui perpétré par Thorvald. La figure de Freydis Eiríksdóttir, la demi-sœur de Leif, est associée à des actes de violence extrêmes, incluant le meurtre d'autres Vikings lors d'une expédition ultérieure. Les Vikings n'étaient pas des pacifistes, mais comparé à ce qui suivra des siècles plus tard, leur impact sur le continent américain reste limité. Au-delà de l'histoire elle-même, la découverte de l'anse aux Meadows a eu un impact énorme sur l'archéologie et l'histoire. Elle a prouvé que les sagas islandaises, longtemps considérées comme de la simple littérature, contenaient des informations historiques précieuses. Depuis, les archéologues prennent ces textes plus au sérieux, les utilisant comme guide pour chercher d'autres sites. La méthode de datation utilisée en 2021, basée sur un pic de carbone 14 causé par un événement cosmique en 993, ouvre de nouvelles possibilités pour dater d'autres sites avec une précision sans précédent. Cette technique pourrait révolutionner l'archéologie. Les fouilles à l'anse aux Meadows ont aussi enrichi notre compréhension de la vie viking. Les objets découverts montrent comment les Vikings adaptaient leurs techniques à de nouveaux environnements. La présence d'instruments de couture prouve que des femmes participaient aux expéditions, ce qui n'était pas évident avant. La forge démontre leur capacité à travailler le métal même loin de chez eux, une compétence essentielle pour la survie. Les études continuent. Les chercheurs analysent le pollen ancien pour comprendre quel type de végétation poussait autour du site. Ils étudient les ossements d'animaux pour savoir ce que les Vikings chassaient et pêchaient. Ils analysent les artefacts pour tracer les routes commerciales. Chaque nouvelle découverte ajoute une pièce au puzzle. 1000 ans après son voyage, Leif Erikson reste une figure fascinante. Il apparaît dans d'innombrables livres, films, séries télévisées, jeux vidéo. La série Vikings, diffusée entre 2013 et 2020, a ravivé l'intérêt pour cette époque. Le manga Vinland Saga de Makoto Yukimura, publié entre 2005 et 2025, raconte une histoire fictive se déroulant à l'époque des expéditions au Vinland, incluant Leif comme personnage. En Islande, en Norvège, au Groenland, Leif est un héros national. Des statues le représentent. Des rues, des écoles, des navires portent son nom. Aux États-Unis et au Canada, particulièrement dans les régions où les immigrants scandinaves se sont installés, il symbolise les liens historiques entre l'Europe du Nord et l'Amérique. À Terre-Neuve, l'anse aux Meadows est devenu un site touristique majeur. Environ 30 000 visiteurs viennent chaque année marcher sur les traces de Leif. Des reconstitutions permettent de voir comment vivaient les Vikings. Des acteurs en costume expliquent les techniques de construction, de navigation, de forge. Des festivals vikings célèbrent cet héritage. L'histoire de Leif rappelle aussi l'importance de préserver les sites archéologiques et les traditions orales. Sans les Islandais qui ont transmis les sagas de génération en génération, l'histoire aurait été perdue. Sans les fouilles minutieuses des Ingstad et des archéologues qui ont suivi, nous n'aurions jamais eu de preuves concrètes. Chaque culture possède des histoires précieuses qui méritent d'être protégées et étudiées. Une question continue de hanter les archéologues. Où sont les autres sites vikings en Amérique du Nord? Les sagas mentionnent clairement plusieurs établissements. L'anse aux Meadows correspond probablement à Stromfjordr. Mais où est Hop, la colonie du Sud décrite comme particulièrement fertile et accueillante? Où sont les sites d'extraction de bois dans le Markland? Y a-t-il d'autres campements temporaires le long de la côte? Certains indices suggèrent que les Vikings ont exploré bien au-delà de Terre-Neuve. Les noix trouvées à l'anse aux Meadows viennent probablement du Nouveau-Brunswick ou même plus au sud. Des objets vikings isolés ont été trouvés dans différents endroits du Canada et du nord des États-Unis,
mais sans contexte archéologique clair permettant de confirmer une présence viking. Ces objets pourraient avoir été échangés avec les peuples autochtones et avoir voyagé sur de grandes distances. La recherche continue. Les archéologues utilisent maintenant des techniques de pointe. Images satellites, géoradars, analyse chimique du sol, études de pollen ancien. Chaque été, des équipes fouillent de nouveaux sites potentiels. Peut-être qu'un jour, une découverte majeure révélera l'emplacement de Hope ou d'autres établissements vikings. Cette découverte enrichirait notre compréhension de l'étendue réelle de l'exploration viking en Amérique. Il est aussi possible que certains sites aient été complètement détruits. L'érosion côtière est intense dans ces régions. Des villages entiers peuvent avoir disparu sous les vagues ou avoir été recouverts par la végétation. Les Vikings construisaient souvent avec du bois et de la tourbe, des matériaux qui se décomposent rapidement. Contrairement aux civilisations qui construisaient en pierre, les Vikings ne laissent que peu de traces après quelques siècles. L'histoire de Leif Erikson s'inscrit dans une perspective mondiale de l'exploration humaine. Depuis l'Afrique, les êtres humains ont migré vers tous les continents habitables. Les Polynésiens ont traversé le Pacifique sur des pirogues, atteignant des îles minuscules à des milliers de kilomètres. Les peuples austronésiens ont colonisé Madagascar depuis l'Asie du Sud-Est, franchissant l'océan Indien. Les ancêtres des Amérindiens ont traversé le détroit de Bering depuis l'Asie il y a plus de 15 000 ans. Dans ce contexte, la traversée de l'Atlantique par les Vikings est un exploit remarquable mais pas unique. Ce qui rend l'histoire de Leif spéciale, c'est qu'elle représente la première connexion documentée entre l'Europe et l'Amérique depuis la fin de la dernière ère glaciaire. Pendant des millénaires, ces deux mondes ont évolué séparément. Les Vikings sont les premiers à rétablir le contact. Ce contact reste limité et sans conséquences durables, mais il prouve que même avant l'âge des grandes découvertes, avant les navires océaniques sophistiqués, avant les instruments de navigation précis, les humains avaient la capacité et le courage de traverser les océans. Cette capacité d'exploration, cette curiosité pour ce qui se trouve au-delà de l'horizon, est profondément humaine. Leif Erikson n'était pas un surhomme. Il était un produit de son époque et de sa culture. Fils d'un banni, élevé dans une colonie précaire au Groenland, formé aux techniques de navigation viking, poussé par l'esprit d'exploration qui caractérisait son peuple, il a fait ce que beaucoup d'autres auraient pu faire dans les mêmes circonstances. Mais il l'a fait le premier, ou du moins il fait partie des premiers. Son voyage au Vinland vers l'an 1000 marque un moment significatif dans l'histoire humaine. Pour la première fois depuis des millénaires, l'ancien monde et le nouveau monde se rencontrent. Cette rencontre est brève, parfois violente, finalement sans suite, mais elle se produit. Les sagas la racontent. L'archéologie la confirme. 5 siècles plus tard, Christophe Colomb traverse l'Atlantique et déclenche une transformation mondiale. Les deux Amériques deviennent le terrain de la plus grande migration de l'histoire, volontaire et forcée. Des empires s'effondrent, de nouvelles nations naissent, des millions de gens meurent, d'autres millions trouvent une nouvelle vie. Le monde ne sera plus jamais le même. Mais Leif Erikson est passé par là en premier. Son navire a abordé ses côtes. Ses hommes ont construit ces maisons. Ses pieds ont foulé cette terre. Pendant un hiver, peut-être 2, ils ont vécu là, entre les forêts et la mer, chassant le saumon, coupant le bois, observant les étoiles. Puis ils sont partis. Ils ont laissé leurs maisons vides, leurs forges froides, leurs outils enterrés. Pendant 1000 ans, ces traces sont restées enfouies, jusqu'à ce qu'une équipe d'archéologues les redécouvre et révèle leur histoire au monde. Aujourd'hui, quand on visite Lance aux Meadows, on peut marcher sur les mêmes chemins que Leif. On peut toucher les murs de tourbe reconstitués, regarder vers l'océan comme il l'a fait, se demander ce qu'il pensait en contemplant cette terre inconnue. Le vent souffle toujours aussi fort. Les vagues s'écrasent sur les rochers avec la même fureur. Le ciel change constamment entre le bleu brillant et le gris menaçant. C'est un endroit rude, magnifique, isolé. C'est ici que l'histoire a basculé, même si personne ne le savait à l'époque. C'est ici qu'un viking roux a posé le pied sur un nouveau continent, 500 ans avant que l'Europe ne redécouvre cette terre. C'est ici que Leif Erikson est entré dans la légende. Son histoire nous rappelle que les grandes découvertes ne se produisent pas dans le vide. Elles sont le résultat de siècles d'accumulation de connaissances.
de techniques de navigation transmises de génération en génération, de récits de marins parlant de terres aperçues au loin, de la volonté de quelques individus de risquer leur vie pour voir ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Leif a eu cette volonté. Il a navigué vers l'ouest quand d'autres auraient fait demi-tour. Il a exploré quand d'autres auraient établi un camp et attendu le printemps. Il a survécu et est rentré raconter son histoire. Cette histoire a traversé 1000 ans. Elle a survécu à la disparition des colonies groenlandaises, au siècle d'oubli, au doute des historiens. Elle a ressurgi grâce aux sagas préservées par les Islandais et finalement confirmées par la terre elle-même, qui gardait les secrets enfouis sous l'herbe et la tourbe. Leif Erikson, le fils du banni, l'explorateur chanceux, le premier Européen en Amérique, mérite sa place dans l'histoire. Pas comme un conquérant, pas comme un colonisateur, mais comme un navigateur audacieux qui a repoussé les frontières du monde connu, qui a prouvé qu'on pouvait traverser l'océan et revenir, qui a ouvert une route que d'autres suivraient, même si cela prendrait 500 ans de plus. Son héritage n'est pas celui d'un empire ou d'une conquête. C'est l'héritage de l'exploration elle-même, de la curiosité humaine inépuisable, du courage face à l'inconnu. Tant qu'il y aura des océans à traverser, des montagnes à escalader, des frontières à repousser, l'esprit de Leif Erikson vivra dans ceux qui osent regarder au-delà de l'horizon et se demander « Que se trouve-t-il là-bas » La réponse, comme Leif l'a découvert il y a 1000 ans, est toujours la même. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Il faut y aller.